Ici Folie Douce, le podcast qui parle genre, culture et santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Paul Preciado. Oui, en fait, peut-être on est punk, mais on est punk en fait parce qu'on souhaite une transformation radicale des structures sociales et politiques, mais par contre, on est radicalement des côtés, effectivement, de la réalité. Je suis fou. Leave Benny alone! Pas la salpêtrière! C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. I'm not angry at all! Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie Douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Bon allez, je me lance. Salut tout le monde. Je suis en train de marcher dans la rue. Je m'oriente vers le studio de Folie Douce pour aller interviewer Paul Preciado. C'est dans des jours comme ça, où en plus le ciel est bleu, que je me dis que j'ai beaucoup de chance et que je fais un métier génial, parce qu'évidemment Paul Preciado, c'est un des grands penseurs de notre temps. Et voilà, je ne vais pas spoiler l'interview, mais je pense qu'il a beaucoup à nous faire comprendre, à nous dévoiler au sujet de l'époque étrange, crépusculaire que nous vivons collectivement. Paul a souhaité ne pas être filmé et je lui en suis tellement reconnaissant parce que ça saoule en fait les vidéos podcasts. Je vous le dis ici, je m'en suis déjà ouverte dans ma newsletter, mais je vais le redire ici. Je trouve que c'est absurde en fait de devoir filmer des podcasts parce que oui, c'est une espèce de pression qu'on ressent. Maintenant, à chaque fois qu'on ouvre Spotify, et bientôt ce sera aussi le cas dans Apple Podcast, ai-je lu, c'est ce qu'on nous propose, c'est des vidéos. Et on a l'impression que les podcasts sont soumis à l'algorithme d'Instagram. Il faut absolument produire des petits reels pour faire connaître notre travail. Et ça m'énerve pour plein de raisons. Déjà, le fait de filmer, ça ajoute une performance supplémentaire à la performance de l'interview. Du type me laver les cheveux, me maquiller, enfin ça m'énerve en fait. J'ai pas que ça à faire. Et oui, je pourrais, nanana, je sais, blabla. Bon. Ensuite, ça a des coûts vraiment économiques supplémentaires qui sont pas anodins quand on est une productrice indépendante comme moi. Ça implique de recruter d'autres gens, ça implique de se former à un métier qui n'est pas le mien. Mon métier, c'est pas produire des reels pour Instagram en fait. Et en plus, sur le plan écologique, c'est une cata, évidemment, parce que c'est beaucoup plus lourd et coûteux d'héberger des vidéos que des bandes audio. Et puis enfin, c'est se soumettre aux algorithmes de Meta. C'est aussi capturer votre temps d'attention d'une façon malhonnête. C'est aussi sortir les propos de mes invités de leur contexte. En fait, c'est exactement tout l'inverse de ce pourquoi j'ai décidé à la base de faire des podcasts. Alors j'ai de la chance parce que j'avais déjà une audience, j'avais déjà fait mon nid, ma niche, ma maison, mon creux, enfin whatever. Vous voyez ce que je veux dire quoi. J'avais déjà un public et une notoriété dans le milieu du podcast. Donc vous êtes nombreuses et nombreux à m'écouter, à me suivre parce que vous me faites confiance et que vous m'écoutez depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que mon acte de résistance qui consiste à pas tout filmer, à pas faire des reels trop professionnels parce que j'y arrive pas, et à continuer à faire surtout de l'audio, ça pourrait à terme me coûter en termes d'audience et de visibilité, et en même temps ça me permet de me rapprocher aussi de mes valeurs politiques. Et donc probablement c'est le bon choix, car le bon choix c'est toujours le choix moral, le choix de l'éthique. Je viens de vous mettre un tunnel sur le sujet des vidéos alors que j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Mais c'est comme ça, c'est la magie des intros de rue non écrites. Et d'ailleurs, voilà, je vais vite laisser place à l'épisode car j'approche du studio. Je dois vous dire aussi que nous sommes le 20 mars et que je vous parle à l'avant-veille du second tour des municipales. L'épisode sera publié juste après
ce second tour. Donc nous ne savons pas encore très bien à quelle sauce nous allons être mangés, nous les progressistes. Mais ça sent pas hyper bon. Mais voilà, ça va être super. Ça va être comme une bouteille à la mer du passé, renvoyée vers vous, auditrices du futur. Et ça colle parfaitement aux propos de Paul Preciado dans son dernier texte. Je vous laisse découvrir ça et je vous retrouve de l'autre côté en compagnie de Paul Preciado. Enfin, toi, t'es quelqu'un, tu viens du féminisme, tu connais les études de genre, en fait, c'est autre chose, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas, donc voilà. Donc mon idée, c'est... Alors tu sais que l'orientation ici, c'est quand même surtout psychologie, santé mentale, donc il y a énormément de choses à dire. Très bien, très bien. Alors c'est parti. Paul Preciado, tu es philosophe, essayiste, poète, réalisateur, transfuge, transféministe, monstre qui parle, somatech, sans frontières, sans étiquette. Bref, je suis très heureuse de t'accueillir dans Folie douce. On se connaît depuis un moment. La première fois qu'on s'est parlé, c'était en 2020, à distance. On était confinés, c'était dans La Poudre, mon podcast précédent. Depuis, tu n'as cessé d'écrire et de penser, et le monde n'a cessé de se fracturer avec un avantage net à l'heure où on se parle pour le techno-patriarcat, tel que tu l'appelais déjà bien avant qu'on parle de techno-fascisme. En fait, tu as quelque chose d'un peu visionnaire, Paul. Les médias aiment bien t'appeler le philosophe du futur. Et il y a aussi cette phrase tirée de ton recueil « Un appartement sur Uranus ». « Je n'apporte aucune nouvelle des marges, je vous offre un morceau d'horizon ». Alors quand un nouveau texte de toi est publié, je me jette dessus comme on lirait un horoscope ou un oracle. Et d'ailleurs, ton dernier texte, Mon nom est Body, est une postface. Donc c'est un texte de l'après, un texte du futur. Il accompagne la traduction française des mémoires des années de jeune fille d'un homme, publié en Allemagne en 1907 sous le pseudonyme de Nobody, Nobody, personne. Ces mémoires sont celles d'une personne assignée au genre féminin à la naissance et qui a pu bénéficier d'un changement de sexe à l'état civil à une époque où c'était rare, voire impossible. À la fin de ses mémoires, Nobody est un homme heureux, un homme amoureux. Enfin ça, c'est l'histoire qu'il nous raconte. Toi, tu es allé fouiller dans les sous-sols de ce texte, qui est en fait un palimpseste. Et désolé, je vais spoiler, mais Nobody, si Nobody voulait à tout prix qu'on sache qu'il était devenu un homme, c'était pour mieux cacher qu'il était Karl Baer, un citoyen juif, dans une Allemagne en route vers le nazisme. Tu dis de ce récit biographique qu'il se confond avec le crépuscule d'une époque et l'aube d'une autre. Et tu dis aussi de ta propre existence qu'elle se confond avec le crépuscule d'une époque et l'aube d'une autre. Cette phrase que tu écris 2 fois, donc, elle fait forcément penser à celle de Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Alors on a plein de trucs à se dire. Ce texte, comme tous tes textes, parle de transition au fond et on est en plein dedans. Mais avant qu'on aborde tout cela, la question rituelle de Folie douce, Paul, comment tu vas aujourd'hui? Genre, vraiment. Bon, ouais. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Et merci aussi pour la présentation super généreuse. Je vais bien, je suis quelqu'un je suis presque végétal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réagi énormément à la lumière. Et en même temps, j'ai toujours un peu des photophobies, c'est pour ça que je mets mes lunettes. En fait, je suis très sensible à la lumière, mais comme je suis né en Espagne, en fait, les gens l'entendent immédiatement. Un rayon de soleil, et moi, je suis là, je sors ma tête, en fait, et je prends le soleil. Et donc, je vais bien. Aujourd'hui, on est le 20 mars, le jour du printemps. Ouais, voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est des jours importants, en fait, comme ça, les printemps. Il y a aussi quelque chose des rituels, en fait. Je suis quelqu'un des rituels, quelqu'un des cycles, des transitions en spirale, en fait, des transitions qui s'arrêtent jamais. Et donc, j'aime beaucoup, en fait. C'est quelque chose que j'imagine souvent, en fait, c'est la Terre en train de tourner autour du Soleil.
J'imagine ça très souvent parce que je me dis, en fait, finalement, on est vraiment en mouvement, dans un mouvement fou, en fait. C'est comme si toutes les planètes étaient lancées, en fait, à toute vitesse dans l'univers. Et nous, on a l'impression d'être là, sans bouger. Mais en fait, il y a beaucoup de mouvements. Donc, souvent, pour me sentir bien, en fait, je me connecte, en fait, à ce mouvement planétaire de l'univers. Un nomadisme qui se retrouve dans tes textes et dans ta pensée, évidemment, dans ta vie aussi, dans ta biographie. Ouais, tout à fait. Ouais. À quelle émotion, alors, ça pourrait correspondre, ce sentiment d'éclosion au printemps Est-ce que toi, tu arrives bien à nommer et à identifier les émotions qui te traversent ? Pas du tout. Alors là, écoute, tu vas me faire un outing aussi à Folie Douce, mais j'étais diagnostiqué en fait en tant qu'autiste quand j'étais enfant. Et donc, j'ai même grandi dans une école spéciale, en fait, pour enfants autistes. Et donc, j'ai un mal fou à nommer mes émotions, alors que je suis quelqu'un qui est vraiment... Le langage est très important pour moi, évidemment. Mais c'est-à-dire que mes hémisphères ne sont pas totalement... j'ai l'impression, en fait, qu'il y a vraiment comme une distance vraiment physique dans mon cerveau entre mon hémisphère droit et mon hémisphère de gauche. Et qu'il y a vraiment... je passe ma journée, en fait, à construire des ponts, à traverser d'un endroit à l'autre, en fait, avec beaucoup de difficultés. Et donc, non, j'ai vachement du mal, en fait, à nommer les émotions. Et normalement, je les nomme, en fait, plutôt par synesthésie, qui est par exemple, en fait, par la roulette, en fait, des émotions, en fait, avec des mots très précis. Si on sait pas, en fait, si on est content, insatisfait, frustré, et exalté, etc. Tout ça, ça me parle pas beaucoup. Mais par contre, en fait, c'est beaucoup par les images, les couleurs. Les tonalités, les textures, en fait, des choses qui me font rapprocher, prendre des distances, en fait. C'est plutôt ça. Et en même temps, je me disais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à chercher du côté de la somathèque, qui est un concept que tu as forgé, que tu utilises vraiment dans tous tes textes depuis 15 ans. Et en fait, qui est cette idée que nos corps sont aussi connectés à comme tu viens de le dire, en fait, à des images, à des archives, à des imaginaires, à une histoire, à une sociologie. Et dans les émotions, ce qu'on apprend aussi un peu en psychologie, c'est qu'elles sont très marquées dans le corps. Et donc, avec l'idée de somathèque, j'avais comme l'impression que tu essayais de constituer aussi un paysage émotionnel un peu collectif, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, absolument. En fait, ça c'est... Là, pour le coup, en fait, encore, on pourrait partir encore dans une autre direction, mais qui pour moi est très importante, en fait. C'est la manière dans laquelle la psychologie a capturé l'espace de la sensibilité. L'espace sensoriel, en fait. L'espace qu'évidemment on appelle des émotions, qui est aussi l'espace finalement de la littérature, par exemple, de l'art, de la poésie, peut-être l'espace aussi de la spiritualité, l'espace des relations, de l'amour, etc. Mais qui a été vraiment d'emblée, je dirais vraiment littéralement colonisé par les langages et les techniques de la psychologie, la psychiatrie, des espaces cliniques. Et je trouve qu'en fait, en partie, par exemple, ma notion de somathèque, elle cherche quelque part, en fait, à dépsychologiser. Peut-être, en fait, tu disais, en fait, à la ramener dans l'espace collectif. Oui, en fait, à politiser ces espaces, en fait. Et aussi à comprendre, en fait, par exemple, que la dimension sensorielle est un régime politique. Avant de pouvoir être en fait autre chose. En fait, c'est pas quelque chose d'individuel. Et ça, on va le voir en fait avec Nobody, on va le voir avec tout parcours de transition. Finalement, je pense qu'il y a toujours en fait cette tension entre la psychologie qui essaye en fait de classifier, identifier un sentiment, une maladie, une émotion comme quelque chose d'individuel qui vous arrive à vous. Et uniquement à vous, alors qu'en fait, ce que j'essaye de faire souvent, en fait, c'est penser au régime politique à l'intérieur duquel certains récits des succès, échecs, discapacité, incomplétude, fragmentation, ou bien unité, ordre, bonheur, etc.,
à l'intérieur de quel régime politique. Donc, quand je dis politique, c'est aussi bien des discours, mais c'est aussi des représentations institutionnelles. Et aussi, quand je parle de la somathèque, et pour moi c'est important, et je parle beaucoup dans ces textes en fait, dont on parle aujourd'hui, je parle beaucoup des documents d'identité, des textes, des écrits, des représentations, comme des organes, des papiers, des organes vraiment, je dis des organes non organique. Parce qu'en fait, on a l'habitude en fait, de penser au corps comme quelque chose de physique, d'anatomique, etc. Mais le corps est une entité techno-vivante, en fait. Et donc, le corps est fait d'énormément d'histoires, il est traversé par l'histoire. Donc ça veut dire que nous vivons en fait à l'intérieur de quelque chose qui nous dépasse, qui est largement en fait plus large que les contours de la peau et qui est vraiment une structure temporelle, historique, qui contient des représentations que nous ne connaissons pas. Et donc en partie, je me rends compte en fait avec le temps qu'une partie de mon travail consiste vraiment à faire une archéologie, pour le dire avec Foucault, mais c'est pas tellement une archéologie juste de la culture, en fait. C'est presque une archéologie du corps, en fait. Une archéologie, en fait, c'est comme quelque part, en fait, essayer de comprendre à quel moment une structure, une institution politique devient organe, devient s'incarner, en fait, commence à s'incarner et devient corps. Et jusqu'au point, en fait, où on s'identifie avec ces corps-là et on dit « je suis ». C'est ci ou c'est là. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est historiser, en fait. Et bon, d'emblée, dans ces textes, en fait, je pense que, justement, on va assez en détail dans l'histoire du sexe. Pas tellement, enfin, du genre, évidemment, mais on est beaucoup habitué, en fait, à parler du genre. Mais on peut en parler de cette distinction si tu as envie aussi. Mais là, en fait, on parle vraiment du sexe, dans le sens, en fait, où on a l'impression que le sexe, c'est une vérité anatomique, en fait. Et bien, non. Ce n'est pas une vérité anatomique, en fait, c'est un régime d'assignation. Et donc, j'ai essayé de aussi historiser ces régimes. Et pour le coup, en fait, peut-être, et je pense aussi que ça a quelque chose, en fait, un rapport aussi peut-être avec l'histoire de la psychiatrie, puisque, en fait, éventuellement, en fait, ça nous permet de ressentir autrement, d'être dans nos corps autrement. Par exemple, on va très loin, hein, mais le fait de ne pas se sentir, puisqu'on dit se sentir, hein, on dit ne pas se sentir en fait fille ou garçon, homme ou femme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc ça veut dire peut-être en fait justement c'est désidentifier par rapport à ces assignations normatives en fait de la masculinité et de la féminité, mais ça produit une certaine manière d'être dans son corps, d'être libre dans son corps, de s'approprier de son corps autrement. Ouais, c'est trop intéressant. J'ai tellement de choses que j'ai envie de te dire, et notamment en t'écoutant parler de cette histoire de politiser l'histoire des corps. En fait, ça me fait penser à l'inconscient collectif et au rêve qui joue un rôle très important dans ce texte. Mais avant d'y arriver, j'avais envie de lire, si t'es d'accord, un passage de ton texte, donc de cette postface. Tu écris: au cours du dernier demi-siècle, cette période étrange entre la fin de la dictature franquiste en 1975, la chute du mur de Berlin en 89 et le génocide palestinien de 2023-2026, j'ai officiellement eu 2 sexes. Et tout porte à croire que si les choses continuent d'évoluer au rythme actuel, entre accélération scientifique et technique, projets commerciaux ambitieux et régression autoritaire, fasciste ou religieuse, mise en œuvre via des lois répressives et des coups d'État militaires imposés démocratiquement, avant ma mort, j'aurais peut-être un sexe différent de celui qui est inscrit aujourd'hui sur ma carte d'identité. Ça me fait des frissons de le lire parce que dans ton écriture, par exemple dans Dysphoria Mundi, qui est ton dernier ouvrage, et puis aussi dans ton film biographique Orlando, qu'on peut encore voir sur Arte, il y a une forme d'optimisme, il y a une forme d'enthousiasme, il y a une espèce d'élan vers un avenir où on arrivera à une liberté, à une libération des assignations. Et là, on lit une forme de pessimisme. En tout cas, c'est pas, je n'ai pas abandonné l'optimisme parce que pour moi et ça c'est encore, ça m'intéresse encore par rapport au sujet de ton podcast en fait, et que tu travailles dans ces podcasts qui est tellement important finalement, parce que par exemple l'optimisme, on a l'impression que c'est un sentiment.
Tu vois, que je me lève les matins et je suis optimiste, en fait, et beaucoup de gens me disent, mais mon Dieu, mais ton optimisme, c'est vraiment quelque chose, comment tu fais, etc. Et en fait, pour moi, l'optimisme, c'est pas du tout un sentiment. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai quand même une tendance à être plutôt des côtés de la joie, des côtés de la vie, en fait, etc. Mais en même temps, je me suis rendu compte, en fait, que pour moi, c'est une méthodologie politique. Et c'est pas non plus... Regarde, c'est pas la même chose de dire que c'est un mécanisme de défense qu'est une méthodologie politique. Je pense que c'est là où les choses commencent je dis ça par rapport en fait à beaucoup des termes en fait qui sont utilisés aujourd'hui dans les langages cliniques ou dans la psychologie pop en fait, où à peu près tout ce qu'on fait c'est à peu près un mécanisme de défense plus ou moins réussi, etc. Pour moi, c'est pas tellement un mécanisme de défense, c'est vraiment une méthodologie des subalternes en fait. Et donc dans ce sens-là, c'est peut-être, si on veut, c'est peut-être un mécanisme de défense, mais à ce moment-là, c'est collectivement construit. Et donc c'est pas quelque chose en fait qui m'appartient, c'est-à-dire c'est pas un choix individuel comme de manifester les choses, manifeste ton bonheur et ton bonheur arrivera, etc. Exactement, c'est aussi en fait la décision en fait consciente de se connecter à une généalogie politique d'émancipation et de transformation. Et ça en fait, de quoi on se nourrit finalement, c'est-à-dire que où je vais chercher cet enthousiasme, cet optimisme, je vais les chercher, c'est Angela Davis, je vais les chercher, c'est Anne Sprinkle et Bette Stevens, je vais les chercher c'est Audre Lorde, même dans les cahiers les plus difficiles sur les cancers, etc. Donc on retrouve en fait cet enthousiasme-là, et même par exemple dans ces textes, c'est vrai que pour moi était très important, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en fait dans les mains avec un texte écrit en 1907, et en fait avec une histoire extraordinaire, parce que finalement Karl Baer avait dû en fait il avait en même temps écrit son histoire, raconté sa transition, caché pratiquement la totalité de sa vie, puisque évidemment il est né dans une famille d'origine juive, il était assez pratiquant en fait dans la juidité, et en même temps en fait il va complètement masquer absolument tout en fait en racontant qu'il est né dans une famille catholique en fait. Donc il y a énormément en fait on pourrait dire traditionnellement des mensonges dans ces textes. En fait, alors que la première phrase du texte, c'est ce texte est la vérité. Et la vérité. C'est génial. On est déjà dans la post-vérité. Ah oui, totalement, mais totalement. Ouais. Mais sauf qu'en fait, c'est pour moi c'est très important, parce que c'est pas tellement justement, il y a pour moi une différence entre la post-vérité et ce qui se passe dans ces textes en fait. Parce que et c'est pour ça que quand je me suis retrouvé avec ces textes dans les mains, il y avait cette dimension que pour moi je retrouve toujours en fait quand je travaille sur l'histoire des subalternes en fait, cette question de prendre soin de quoi faire avec une histoire des violences en fait finalement, parce que je pense que ça c'est la question la plus importante aujourd'hui, c'est-à-dire que face même à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui se passe en fait pendant qu'on parle en fait, il y a encore une guerre on pourrait dire une guerre mondiale en cours en fait au Moyen-Orient, et il y a la destruction des Gaza, il y a aussi la destruction d'une partie de Liban aujourd'hui, il y a peut-être en fait la pratiquement destruction de l'Iran, et il y a la colonisation en direct en fait des Venezuela, etc. En fait, et on pourrait continuer parce que ça va pas s'arrêter. Donc on est dans un moment de néocolonisation en fait très très violent. Donc c'est un moment des violences explicites directes. Nous sommes en train de le vivre. Donc c'est pour ça que dans ces textes en fait, pour revenir à ta question, il y a cette tension entre cet optimisme en fait, comme cette généalogie politique en fait de l'émancipation qui me pousse à dire de toute façon nous sommes là, notre histoire est là, nous allons rester là parce qu'en plus l'histoire est de notre côté, la joie est de notre côté, la relation, la vie est de notre côté, donc quoi qu'il se passe. Mais en même temps, il y a la sidération face à un mouvement néoconservateur, on pourrait dire en fait contre-révolutionnaire véritablement, parce que c'est aussi une réaction très très forte, très puissante face au mouvement d'anticolonisation, mouvement écologiste, mouvement féministe, antipsychiatrique, homosexuels, gays, lesbiens, trans, etc. Enfin voilà, des malades, il y a des peuples en fait en voie de décolonisation, etc. Donc c'est un mouvement transversal mondial très important, et évidemment une réaction des hégémonies politiques en fait qui vont
pas laisser échapper un certain nombre des privilèges, notamment sur les contrôles de ce que j'appelle en fait ces régimes, encore une fois, pétrosexo-racial. C'est-à-dire en fait, évidemment, et on le voit aujourd'hui, finalement, c'est la dispute mondiale, la guerre somatopolitique mondiale, c'est une guerre pour l'appropriation du pétrole, pour la redéfinition de la différence sexuelle. De la binarité du Absolument, genre. De la binarité sexuelle et du genre, et donc pour la redéfinition et la normalisation et colonisation des techniques reproductives. Et c'est pour ça que je suis tellement, encore une fois, triste et sidéré aussi par rapport à ce qui se passe dans une partie du féminisme, parce qu'une partie du féminisme n'a pas compris que les luttes pour l'émancipation des corps trans sont exactement les mêmes que les luttes en fait pour l'émancipation des corps féminins, par exemple, qui sont en train d'arriver à partir du 19e siècle, en fait, autour des questions comme l'avortement, la libération des femmes par rapport à l'institution des mariages ou autre, en fait. Mais c'est super intéressant. Enfin, quelque part, Trump, il nous rend un service, c'est qu'il rend tout ça extrêmement limpide. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est le même homme qui est à la fois en train d'essayer effectivement de mettre la main sur le pétrole du Moyen-Orient, de complètement écraser les corps racisés, que ce soit au Venezuela ou dans les rues des États-Unis où les personnes noires sont littéralement abattues à vue par la police, et d'enlever leur identité aux personnes trans. Enfin, quand tu fais allusion, je le dis pour les personnes qui seraient peut-être pas au courant, mais quand tu fais allusion au fait que peut-être sur ton passeport, il y aura plus le genre qui est le tien aujourd'hui un jour, c'est qu'aux États-Unis, il y a des personnes trans qui ont vu, au moment de renouveler leur papier d'identité, leur genre assigné à la naissance revenir. Absolument. Alors qu'ils avaient fait une transition légalement. Exactement. Quoi. Et c'est en train de... Ces processus, en fait, des réassignations forcées continuent. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnes trans que je connais aux États-Unis aujourd'hui, en fait, ils ont peur de se rendre dans une institution publique parce qu'au moment, en fait, où ils vont donner leur carte d'identité ou leur permis de conduire, etc., il sera retiré immédiatement et réassigné. Donc, c'est vraiment un moment d'énormément de violences. Et c'est vrai que Trump, quelque part, nous, on a beaucoup parlé dernièrement, en fait, dans les années qui se sont passées, en fait, des intersectionnalités. On pourrait dire, en fait, c'est que Trump met en pratique, en fait, une colonialité intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il va, effectivement, sur ces transversales pétrosexo-raciales, vraiment... Il nous montre que l'écoféminisme disait vrai. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sauf que l'écoféminisme, il fallait que ça soit éco-transféminisme. Éco-transféminisme, voilà, évidemment. parce que dans cette idée, justement, en fait, de demander aussi que ça soit vraiment quelque chose de crucial et de central pour le féminisme, de comprendre, en fait, qu'il faut enlever l'assignation masculin et féminin à la naissance et qu'il faut, justement, arrêter d'inscrire, en fait, imposer des discriminations politiques, en fait, à partir du moment de la naissance par une inscription à la masculinité et la féminité. Sachant que un des 600 bébés, en fait, qui sont nés chaque jour, en fait, en France et ailleurs, en fait, auront des difficultés à être assignés dans la masculinité et la féminité, seront considérés comme des bébés intersexes et seront objets d'un certain nombre de techniques, des normalisations, des corrections, je les appelle en fait dans mon texte. Et du coup, donc, si vous voulez, en fait, ce qui dernièrement, c'est pas tellement, en fait, que je suis pessimiste, en fait. C'est que je suis radicalement énervé, en fait, parce que je me dis, en fait, plus que jamais, nous avons besoin de connaître notre histoire pour être capable, en fait, de réagir aussi vite. Parce que par contre, en fait, la vitesse des mesures, des destructions, des minces mouvements d'émancipation qui étaient apparus dernièrement, en fait, est terrible. Donc, du coup, en fait, c'est très important qu'on en ait présenté, par exemple, les personnes, les théoriciens du genre, du corps, les philosophes, etc., comme Judith Butler ou d'autres, comme moi-même, en fait, comme nous sommes présentés, en fait, comme des idéologues, en fait, d'une théorie terroriste du genre, etc. Mais non, sachant que nous sommes des côtés de la réalité, c'est-à-dire qu'en fait, la réalité, les corps vivants est un corps
radicalement non-binaire et que par contre, en fait, ce qui est vraiment non réel, c'est cette volonté, en fait, d'assigner cette multiplicité à une binarité du sexe et du genre. Donc, c'est important parce que sinon, nous avons l'impression, en fait, qu'il y a les côtés, d'un côté, il y a la nature, en fait, et les naturalistes, et d'autre côté, il y a les culturalistes fous, qui sont une espèce de bandes de postmodernes complètement punk, en fait. Oui, en fait, peut-être on est punk, mais on est punk, en fait, parce qu'on souhaite une transformation radicale des structures sociales et politiques, mais par contre, on est radicalement des côtés, effectivement, de la réalité. De la vie. Voilà, de la vie. Telle Exactement. qu'elle se présente. Exactement. Ouais. Je me suis posé la question, alors c'est vrai que c'est une question que je t'ai déjà posée et puis qui t'est vraiment très souvent posée. Toi, t'es né dans l'Espagne de la fin du franquisme, donc t'as grandi dans un régime qui était encore un régime dictatorial. T'as passé une enfance dans une Espagne post-franquiste qui était extrêmement divisée. Et tu te dis très souvent que ça t'a beaucoup marqué politiquement et que probablement cette enfance explique la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et en te réécoutant parler de ça, je me suis dit, en fait, est-ce que c'est pas une espèce de stress post-traumatique qui te met en hyper-vigilance et quand tu dis que tu as le poil qui se hérisse quand tu vois le moindre prémisse de dictature, en fait, je me suis dit, mais c'est de l'hyper-vigilance au fond, comme une personne traumatisée. Mais c'est intéressant en fait. Mais seulement si on pense à ça comme un traumatisme politique collectif, bien sûr. Je suis né dans une culture de la violence, de la torture, du silence, de la censure. Je dirais encore que mes parents sont totalement marqués par ça. C'est des personnes avec lesquelles on ne peut absolument pas parler, par exemple, de la guerre, alors qu'ils ont vécu ça directement. Qui avaient mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. Tout le monde, en fait, était vraiment dans une partie ou dans l'autre, en fait, de la guerre. Et effectivement, c'est presque cet oubli, en fait, cette impossibilité de repenser ce qui s'était passé à ce moment-là. Comme une amnésie post-traumatique, comme une personne qui a été victime de violence exactement. sexuelle. Mais la réalité, en fait, c'est la destruction de la subjectivité. Parce que moi, j'ai grandi avec deux parents qui étaient, justement, étaient absents. Ce qui est assez intéressant quelque part, parce que mes deux parents n'étaient pas politisés du tout. Et en fait, quelque part, il n'y avait pas simplement cette hypervigilance, comme tu dis, en fait, mais j'avais aussi, quelque part, en fait, c'est comme face à leur amnésie, moi, j'avais un besoin d'histoire. Un besoin de vérité, un besoin de savoir, en fait. Finalement, toutes les questions, c'est moi qui les a posées, en fait, alors qu'eux, ils ne savaient pas des réponses. Et beaucoup de fois, en fait, même si j'ai une relation très compliquée avec eux, mais c'est vrai qu'en même temps, je regarde mes parents avec beaucoup de tendresse, parce que je me dis, mais est-ce qu'ils ont survécu, en fait, à l'inimaginable? Donc bon, en même temps, je ne vais pas leur demander en plus de faire un processus d'émancipation politique, cognitive, etc. Ils ne sont pas là pour ça, en fait. Ils s'arrivent plus. Suffisamment, on va dire, ils ont eu un enfant comme moi. Souvent, j'ai grandi avec mes parents. Mes parents pensaient que j'étais un alien directement. En fait, ils se disaient, mais qu'est-ce que nous avons fait? Ma mère disait à mon père, mais qu'est-ce que nous avons fait, en fait, pour avoir cet enfant? D'où sort cette personne? D'où cette personne, en fait. Et finalement, quelque part, je suis exactement l'effet direct, en fait, de tout ce qu'ils ont vécu, finalement, en fait. Je ne suis pas du tout un alien, en fait. Je suis vraiment... Parce que c'est vrai que j'ai vécu en même temps une partie de la dictature, de la fin de la dictature. Et on va dire que si la dictature est finie en 1975, par contre, on a mis encore 10 ans à véritablement, en fait, commencer un processus de transition politique. Démocratique. Voilà, exactement. Et par contre, en fait, ce qui est vrai, et peut-être aussi, ça explique aussi mon optimisme, en fait, c'est que j'ai vécu ça comme un processus de libération extraordinaire. C'est vrai que tu as pu voir aussi ce qui peut se passer quand on sort d'une période très longue, parce que Franco, c'est 50 ans. Exactement. Et qu'on arrive à aller vers une démocratie, exactement. vers la Movida, les années 80. Exactement. Donc, je suis aussi riche sur le plan exactement. queer, donc, je suis aussi quelque part un enfant de la Movida. Et du coup, il y a les deux. Mais la Movida, quelque part, il y avait aussi une dimension
je sais pas si dire amnésique en fait, ou peut-être en fait c'était une gueule de bois. En fait, il y avait quelque chose en fait, une intensité folle en fait, mais une difficulté aussi il y avait une coupure très très radicale Comme avec s'il fallait tout mettre sous le tapis très vite et pas revenir sur exactement. Après, tu dis que c'est un traumatisme politique collectif et j'entends complètement ce que tu dis, mais sur le plan individuel, t'étais quand même un enfant assigné fille qui ne t'identifiait pas à ton genre, qui avait une façon d'exprimer le genre qui n'était pas du tout conforme aux attentes, notamment dans l'école catholique où t'allais. Je sais que t'as été envoyé chez le psychanalyste à 14 ans pour traiter ton attirance pour les filles qui était contre nature. Donc il y a eu quand même un certain nombre de violences qui sont exercées contre toi spécifiquement en tant que personne non binaire. Bien sûr. Mais oui. Et en même temps, j'avais l'impression que cette violence s'exerçait pas uniquement contre moi. En fait, je voyais la violence en fait traverser. Par exemple, l'école, en fait, c'était un espace très très violent en général, y compris pour les filles qui étaient vraiment dans une féminité normative, en fait, et qui les voyaient souffrir énormément pour des raisons très différentes à moi. Mais je ne voyais pas du tout, en fait, des enfants qui étaient joyeux dans cette expression du genre, absolument pas. Je voyais les filles, en fait, en tout cas la féminité, parce que j'ai grandi dans cet espace, en fait, assigné fille, à peu près comme l'auteur, en fait, comme Nobody, comme Baer, en fait. C'est-à-dire que j'ai aussi une enfance des filles, en fait, et je vais devenir à la fin un garçon, une personne trans, ou une personne, voilà. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de filles en fait marcher sur un espace très étroit qui était, il devait pas, si elles étaient très sexuelles, elles devenaient immédiatement des sales putes. Si elles étaient intelligentes, il fallait pas parce qu'en fait elles étaient trop masculines. Donc je voyais en fait que finalement l'espace de normalisation de la féminité, oh là là, était très très difficile à tenir. Et donc du coup je me sentais je me suis senti très extérieur, souvent, en fait, à tout ça. Souvent, je percevais, en fait, la masculinité et la féminité comme un théâtre. Je me disais, les gens sont pas mal, en fait, ils font des efforts incroyables, en fait. Quelle performance. Voilà, et ça marche pas mal, apparemment. Mais moi, souvent, j'arrivais pas à rien de tout ça. En fait, j'étais pas non plus... C'est-à-dire, par exemple, en tant que garçon, j'étais pas bon garçon non plus, parce que j'étais pas fort, j'étais pas footballeur, j'étais très peureux, j'étais très bully à l'école. En fait, j'avais très peur des gens qui étaient plus forts que moi, plus grands que moi, etc. Alors que j'étais très long et assez maigre et tout. Et donc, après, j'ai compris très vite, en fait, que mon intelligence faisait un truc étrange, en fait. c'est vrai, parce que c'était effectivement à partir des moments où j'avais été diagnostiqué autiste et tout, et que j'ai pu être dans un espace où il y avait des gens comme moi. J'ai compris, en fait, que j'avais des instruments différents aux autres, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses que je ne possédais pas, en fait, par rapport à d'autres enfants, mais que bon, j'avais certains atouts, en fait, et surtout, en fait, ça m'a procuré beaucoup de joie, en fait. Je suis quelqu'un de très joueur dans ma tête, en fait, et qui avait soin constamment, en fait, de faire des diagrammes. En fait, j'ai l'impression de construire des navettes spatiales, en fait, dans ma tête constamment, et de partir sur des grands voyages, en fait. Et j'ai compris, en fait, que ça allait représenter une grande différence pour moi. Mais ouais, j'étais malheureux quand j'étais enfant, mais pas plus que les autres enfants. Honnêtement, hein, vraiment. Je me souviens pas des enfants autour de moi qui étaient très, très heureux. Bah ouais, elle est incroyable cette phrase. Et quand on t'envoie chez la psychanalyste ou le psychanalyste à 14 ans, en fait, c'est le début d'une histoire avec la psychanalyse qui dure longtemps pour toi et qui aboutit avec ce texte de 2019, Je suis un monstre qui vous parle, que tu as prononcé devant 3500 psychanalystes de l'école de la cause freudienne, que tu n'as pas réussi à finir d'ailleurs, parce que tu as été hué et voilà, ce que tu disais les a tellement choqués que tu as dû quitter la pièce. Heureusement, tu l'as publié sous forme de livre et on est des centaines
de m'y avoir pu le lire derrière. Et en même temps, je sais que la psychanalyse, c'est un endroit où toi, tu t'es aussi longtemps épanouie. Tu as aussi trouvé des choses. Tu as même, à un moment donné, envisagé toi-même de le devenir. Parce que je suis parti en fait en 91 en fait à étudier aux États-Unis et je suis arrivé en fait à un moment où il y avait dans les études de genre, en fait, et ce qui commençait à être à ce moment-là les études queer, en fait, il y avait un courant très important des relectures de la psychanalyse, en fait. C'est-à-dire que tous ces études des genres, en fait, étaient très marquées par, évidemment, par la relecture critique de Freud, mais beaucoup par l'idée de l'inconscient comme un langage, en fait, de Lacan, et aussi, en fait, par Melanie Klein, Julia Kristeva aussi. Par Julia Kristeva, évidemment, par Lucy Ray Garay, qui de toute façon était assez psychanalytique elle-même, par Hélène Cixous. En fait, c'était beaucoup de gens de Siquepo, etc. Donc, il y avait, en fait, on avait l'impression que les schémas d'émancipation féministe, en fait, paradoxalement, je le vois maintenant comme une grande contradiction aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, ça passait par la psychanalyse, puisqu'on pensait la psychanalyse, en fait, comme une pratique progressiste, en fait. Subversive aussi. Oui, exactement. Poétiquement subversive. Par exemple, si on pense à Kristeva, et on pensait, en fait, ces connexions avec l'inconscient, comme éventuellement un espace de révolution politique. Quelque part. Mais quelque part, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé en féminisme à une époque où la psychanalyse, c'était vraiment le diable, quoi. Enfin, parce que voilà, machin. Parce que t'es arrivé dans les 2000. années 2000, quoi. Exactement. Et voilà, et Freud, tu te rends compte, ce qu'il dit, les filles, c'est des garçons castrés, le complexe d'Oedipe, c'est l'inceste, c'est quand même une catastrophe, c'est hyper patriarcal, mon Dieu, mais quel enfer, etc. Mais plus je m'intéresse à la psychologie, plus je me rends compte aussi que quelque part, la proposition de la psychanalyse à la base, c'est aussi une débiologisation. C'est aussi la proposition d'aller chercher dans un univers qui est pas, qui est moins médical, qui est moins neuronal, qui va plus, même si on va lire un peu Jung quand on lit Jung, ça ressemble à ce que tu dis de l'archéologie là, quand il raconte dans ses mémoires qu'il va chercher dans des caves. Et donc quelque part, c'est dommage que la psychanalyse ait été autant appropriée par des personnages aussi patriarcaux et misogynes que Freud et les autres, parce qu'il y a un potentiel ultra révolutionnaire là-dedans, et je comprends qu'à l'époque, Hélène Cixous ait eu envie d'y puiser de la poésie et de l'émancipation, quoi. Ouais, je comprends. En même temps, j'ai continué à être lecteur des féministes, en fait, de cette génération-là. C'est-à-dire que je suis vraiment lecteur d'Hélène Cixous, j'adore ce qu'elle fait, mais je trouve qu'entre elle et Freud, il y a vraiment il y a un fossé, en fait. Tu vois, s'il y avait une rencontre directe entre Freud et Hélène Cixous, ça serait catastrophique. Et tant mieux, hein, pour tous les deux d'ailleurs. Mais et sur cette question de débiologisation, en fait, moi, qui m'a beaucoup intéressé, notamment, j'en parle pas mal dans les textes de Nobody, en fait, dont on parle aujourd'hui, c'est en fait le fait qu'à l'époque, il y avait c'était pas simplement la question des les biologistes, en fait, et les psychanalytiques, en fait, qui étaient plus critiques, en fait, de cette réduction objectivante, en fait, de la biologie, parce que pensons quand même que de toute façon, Freud était à la base aussi un médecin et qui s'intéressait en fait à la sexualité des poissons, etc. Donc c'était vraiment, les domaines dont ils sont sortis, en fait, aussi bien par exemple Hirschfeld que Charcot, que Foucault, que Tardieu, que Jaeger, etc. Donc là, parce que là, c'est un bivier pour le coup, en fait. Hein. C'est un moment, c'est ça qui est fascinant, notamment par rapport à ton podcast, en fait, c'est que la psychologie, elle s'est construite à ce moment-là, vraiment. C'est construit dans une Europe coloniale, bourgeoise, dans une Europe aussi qui va commencer, en fait, à inventer des critères, des reconnaissances politiques, en fait, qui ont beaucoup à faire, en fait, avec la assignation raciale, et évidemment avec l'assignation de la différence sexuelle. C'est ça l'Europe, en fait, qui va produire la psychologie. Et donc, c'est quelque part, en fait, c'est comme si la psychologie, à ce moment-là, se détache légèrement, petit à petit, de la biologie,
et de la médecine physiologique, en fait, petit à petit. Et elle va devenir autre chose, en fait. Ouais. On part de Charcot pour aller vers un endroit où il y a d'un côté le service psychologie et de l'autre... Exactement, ouais. Exactement. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ces années-là, c'est un moment crucial parce que c'est exactement le même moment aussi où on va inscrire la différence sexuelle dans les documents d'identité, où on va considérer certaines pratiques en fait comme étant pathologiques en fait parce qu'ils sont pas liés à la reproduction sexuelle, mais aussi c'est pas simplement qu'on les considère en tant que pathologie, parce qu'en fait ça, par exemple, si on pense à Esquirol, en fait à on va dire la pré-psychologie en fait qui était antérieure, en fait il existe aussi déjà cette pathologisation en fait des certaines pratiques. Mais maintenant, ce qui est intéressant en fait, c'est que on va construire un récit psychologique, en fait. On va imaginer qu'il y a une subjectivité homosexuelle, une subjectivité féminine, puisqu'on ne dira pas, en fait, franchement, à ma connaissance, justement pour le coup, en fait, c'est-à-dire que la psychologie pense à partir de la déviation. Elle a en fait, blind spot, elle a une impossibilité de comprendre, en fait, que c'est à travers la caractérisation de la déviation qu'elle invente la norme. Donc on ne parle rarement, par exemple, en fait, de la psychologie masculine. Non, on n'en parle pas. Par contre, c'est le moment où il y a une inflexion absolue sur qu'est-ce que c'est la féminité, la psychologie féminine, la psychologie du pédéraste, parce qu'à l'époque, en fait, la psodomie, c'est-à-dire en fait les pratiques sexuelles non reproductives et les pratiques anales sont pensées comme pédérastie, mais pas parce qu'il y a une différence d'âge, mais parce qu'on prend les termes en fait grec, en fait, et on va appeler l'homosexualité pédérastie. Et c'est ce qui m'intéressait en fait beaucoup, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi reprendre ces textes de 1907, parce qu'en fait, les moments où Nobody va demander en fait à Hirschfeld, et si tu veux on peut en parler de qui était Hirschfeld. Oui, parce que c'est super intéressant, ouais, parce que lui c'était un médecin militant absolument, qui luttait pour la dépénalisation de la sodomie. Exactement. Parce qu'il était homosexuel, enfin comme on pourrait le qualifier aujourd'hui. Et donc en fait c'est aussi un récit de sorte d'émancipation d'un médecin qui voulait changer Exactement. Et c'est ça qui me semble important, ouais, c'est qu'en fait, là tout à l'heure tu parlais par exemple de la différence entre les biologistes et la débiologisation en fait qui a été pratiquée par Freud ou d'autres en fait. Et je dis oui, je suis d'accord, mais je dirais que l'importance, la différence la plus importante n'était pas celle-ci. La différence la plus importante était en fait l'émergence d'un ensemble de pratiques des auto-soins collectifs. C'est ça qui était capital. Merci d'avoir écouté cette première partie. Dans une semaine, vous pourrez écouter la suite. Merci à Paul Preciado pour son passage dans Folie Douce. Et n'oubliez pas, si vous voulez écouter Folie Douce sans publicité, vous pouvez vous abonner à mon Substack. Ça s'appelle La Douceur et il y a un lien dans la description de l'épisode. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide, à la production et à la programmation Marie-Laurence Chéry, au montage et au mixage Marion Emery. La musique du générique est une création originale d'Irma et les visuels sont de Louison Coulombe. Merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur Substack et sur les réseaux. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.